Bonjour à tous, nous voilà réunis pour un nouveau webinaire. On va attendre que les gens un petit peu se connectent, comme d'habitude, que les connexions soient un peu plus nombreuses juste avant de démarrer. Je vois que nos invités sont également présents, Christelle, Jérémy, Damien. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Christelle. Ça va Jérémy? Ouais, super. Voilà, tu nous entends, tu nous vois bien? Tout est parfait. Tout est parfait. Damien? Non, Damien n'est pas encore connecté. Voilà, donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un sujet qui est, un sujet d'une actualité vraiment pressante, puisque nous sommes à quelques jours du redémarrage de l'activité économique en France. Et qui dit redémarrage de l'activité économique, effectivement, renvoie directement au problème de financement de cette activité économique. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les problématiques sanitaires ont un petit peu dominé l'actualité, ce qui est normal, mais nul doute qu'à partir de lundi, eh bien, le redémarrage de l'activité économique va placer les questions de financement au cœur du débat, parce que effectivement, bonjour à tous, j'ai démarré. Les problématiques de financement des projets vont être vraiment au centre des débats. Bien évidemment, on va faire un focus sur les problématiques liées au financement des projets de restauration, mais en fait, ça vaut pour tout type de projet. C'est-à-dire que les observations que l'on va formuler, les conseils qui vont vous être délivrés sont valables en fait pour tout secteur. Alors, le paradoxe un petit peu avec la restauration, c'est que bien évidemment, c'est le secteur qui est le plus impacté par cette crise, cette pandémie du Covid-19, puisqu'on a plus de 91% des établissements qui ont cessé toute activité, même si certains ont repris soit en vente emportée, en livraison, en click and collect, et la plupart des établissements s'apprêtent effectivement à opérer avec ces modes d'exploitation exclusifs à partir de lundi. On peut légitimement penser que c'est quand même le secteur qui va connaître le plus gros rebond à partir de lundi. Et effectivement, ça sera intéressant de voir dans quelques mois les chiffres du secteur. Alors, notre intuition, pourquoi nous avons organisé cette thématique-là autour du financement, c'est que notre intuition qui est fondée, puisqu'on a cherché un petit peu à la vérifier, c'est que bien évidemment les établissements de crédit, les établissements bancaires vont regarder les dossiers qui vont leur être déposés avec un nouveau regard. On a décidé d'appeler ça la nouvelle donne et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les critères, quelles sont les nouvelles règles du jeu dans les dossiers de financement. Et comme cette crise nous l'a enseigné, il n'y a rien de pire que l'impréparation. Et donc, si vous avez un projet, si vous projetez un investissement, effectivement, il va falloir préparer ce dossier de financement avec effectivement un regard un peu nouveau ou en intégrant des éléments que vous n'aviez pas nécessairement à l'esprit, mais que cette crise du Covid-19 effectivement rend absolument indispensable. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux d'abord parce que je reçois trois experts et trois personnes de grande qualité, mais surtout parce qu'aujourd'hui, on fait un webinaire 100% lyonnais. Et ceux qui me connaissent connaissent exactement mon attachement à cette ville, donc 100% Gaune. Et je reçois effectivement Christelle Dufy, Crédit Pro,
courtier de référence sur la place nationale pour tout ce qui est financement des projets professionnels. Je reçois Damien Fontès. Damien Fontès, conseil en restauration, comment dire, très présent sur les réseaux pendant toute cette crise pour apporter aux restaurateurs ses conseils précieux. Et on verra à la fin du webinaire qu'effectivement, il a également un projet ou un outil qui va permettre, je le pense, aux restaurateurs d'aborder beaucoup plus sereinement cette reprise d'activité, qu'elle soit partielle à partir de lundi et, comme nous l'espérons tous, totale à partir du début du mois de juin. Et notre troisième invité, Jérémy Ranchy, patron, fondateur du cabinet d'expertise comptable Carré RG, qui opère à Lyon et comment dire, bien au-delà, et qui assiste des centaines de restaurateurs et qui lui aussi nous donnera son point de vue. Alors, comme d'habitude, nous avons choisi d'aborder, si vous voulez, d'aborder le sujet sous 3 angles. Tout d'abord, l'angle des compétences. C'est Damien qui va faire un focus là-dessus et qui va introduire le sujet. Ensuite, Christelle qui prendra le relais et qui va, elle, se concentrer effectivement sur le dossier de financement, sa structure, les éléments notables qu'il doit comporter et puis les pièges à éviter. Et enfin, Jérémy qui, lui, va faire un zoom tout particulier sur une pièce maîtresse du dossier qui est la construction du prévisionnel avec les éléments, effectivement, à prendre en compte dans ce nouveau contexte. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra bien évidemment à la fin des interventions. Chaque intervenant répondra et donnera effectivement son avis et ses éléments de réponse. Comme d'habitude, vous aurez la possibilité d'avoir le replay à la fois sur la plateforme Livestorm, mais également sur le site urgencejuridique.com. Et vous aurez tous la possibilité de télécharger le dossier de présentation, le dossier de ce webinaire, c'est-à-dire l'intégralité des slides qui ont été préparés par nos intervenants. Alors, tout de suite, je commence avec toi, Damien. Damien, évidemment, qui dit projet de restauration dit porteur de projet. Et bien évidemment, ce porteur de projet eh bien, doit réunir effectivement un certain nombre de compétences, des compétences multiples que tu vas effectivement ici décrire. Je te laisse la parole, bien volontiers. Et tu me dis pour les slides, j'y vais. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, super. Bonjour tout le monde. Merci Franck de m'inviter à ton webinaire aujourd'hui. Je vais prendre une petite minute pour me présenter. Donc Damien Font, j'ai un long parcours en restauration, gastronomique, traditionnelle, restauration rapide, restauration commerciale et ces dernières années restauration collective sur du management multisite. Et j'ai créé DF Conseil il y a maintenant un peu plus d'1 an pour accompagner les porteurs de projets et les restaurateurs dans le développement de leur activité et dans la création de leur activité. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du porteur de projet de demain, à quoi il va ressembler, quelles sont ses compétences intrinsèques et quel va devoir être son ADN demain. C'est une vraie question et on va essayer de répondre à Christelle au travers Crédit Pro maintenant. Franck, si tu veux bien passer le slide suivant. Je vais vous présenter 8 compétences clés qui demain seront non négociables. Ça, c'est le profil idéal. Attention, il en existe peu. En tout cas, moi, de mon parcours, j'en ai rencontré peu. En revanche, je vais aussi vous expliquer comment acquérir ces compétences et quelles sont les clés pour vous permettre d'acquérir ces compétences et d'être crédible demain aux yeux de Christelle, de Crédit Pro et des porteurs et des établissements financiers. Une des compétences clés historiques,
c'est compétence de leader. Le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui emmène ses équipes vers l'objectif que l'entreprise, la société s'est fixé. Mais demain, avec toutes ces nouvelles données que sont les gestes barrières et autres, fédérer son équipe va devenir une vraie compétence clé et encore plus indispensable qu'hier. Voilà pour la première des compétences. La seconde, c'est contrôleur de gestion. C'est quoi être contrôleur de gestion? C'est pas faire le bilan de ce qui s'est passé les mois précédents avec son expert comptable. Quotidien, ces indicateurs de gestion, ce qu'on appelle communément les KPI, c'est la tenue du ticket moyen, la fréquentation, les taux de marge théoriques, les taux de marge réels, les frais de personnel. Ça se gère au quotidien, ça se pilote, ça se projette, et faire un état des lieux par décade permet d'avoir une prévisibilité en atterrissage fin de mois, et demain, faire cet exercice-là de manière régulière va devenir un incontournable et une compétence nécessaire. Gestionnaire, c'est le fondement même d'un fonds de commerce. C'est acheter ses produits au bon prix, au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, et les transformer avec un minimum de pertes. Ça fait partie également des compétences clés. J'ai noté innovant et en veille. C'est une compétence qui n'est pas forcément mise en lumière dans un profil porteur de projet. Mais être innovant, c'est quoi? Et c'est être en veille, c'est quoi? C'est veiller à ce que fait la concurrence, c'est veiller à comment évolue la concurrence, c'est voir ce que fait la concurrence et interagir avec son offre, l'optimiser, la développer, la revoir parfois, la changer, la corriger et s'adapter à la demande client. Parce que finalement, être innovant et rester en veille, c'est pour répondre à un besoin client, et ça, faut le garder en tête. Et demain, plus que jamais, au regard des capacités d'accueil qui vont évoluer, au regard de l'appréhension que le consommateur demain va avoir, être innovant, être en veille, surprendre son client, lui donner envie de venir et de revenir, c'est une compétence clé et qui devient non négociable. Suivi administratif, ça me fait sourire cette compétence, parce que suivi administratif, souvent on imagine un bureau bien rangé avec des papiers à droite à faire, des papiers à gauche classés. C'est pas toujours ça, c'est l'image idéale du bon gestionnaire d'entreprise du point de vue administratif. C'est rarement le cas. Savoir traiter sa facturation au bon moment, la payer au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, entretenir de bonnes relations avec ses prestataires extérieurs au travers d'une bonne gestion administrative. Vous l'avez compris, demain, là encore, ça va impacter votre trésorerie, ça va impacter votre quotidien, votre capacité demain à payer vos factures et vos fournisseurs dans de bonnes conditions. C'est une compétence clé. Community manager, on en entend de plus en plus parler. Le community manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui communique avec qui? Avec ses clients, avec ses voisins, avec ses fournisseurs. C'est quelqu'un qui donne de la visibilité sur des médias qui sont de plus en plus présents, et encore plus pendant cette période de confinement, être capable de prendre la parole, d'avoir un discours audible, cohérent, clair, fédérateur, engageant. Ça, c'est une compétence clé non négociable encore. Et pourquoi je dis ça? Parce que demain, on va devoir communiquer sur de nouveaux canaux, sur de nouveaux sujets, pardon. Et ces nouveaux sujets, c'est la sécurité, c'est la bienveillance vis-à-vis de ses clients demain. Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on le met en place? Avec qui? Pourquoi? Et là encore, ça va participer au remplissage quotidien des établissements. Et peu importe son positionnement commercial, qu'il soit fast-food ou restaurant gastronomique. La maîtrise HACCP, la maîtrise des gestes barrières. Je pense que c'est plus, j'ai pas besoin de développer, je pense que ça parle à tout le monde. La HACCP, c'est tout ce qui est process et sécurité alimentaire. Ça, c'est des fondamentaux qui sont déjà préexistants dans n'importe quel commerce de bouche. Les gestes barrières, c'est nouveau pour tout le monde, qu'on soit dans la restauration, mais pas que. Et ces gestes barrières-là, demain, il va falloir se les approprier, les maîtriser et encore savoir les communiquer. On y reviendra plus tard. Et travailler avec méthode, c'est quoi? C'est se donner des process de travail quotidien, poste par poste, organiser et optimiser le temps et la charge de travail pour chacun de ses collaborateurs demain. C'est une compétence clé aussi, et d'autant plus importante que ce nouveau flux de convives, de clients, de vente même digitalisée, réorganise et remet en cause complètement le processus. Demain, quand un restaurateur va réouvrir, c'est un petit peu comme une nouvelle ouverture. On va se retrouver face à une réflexion 360,
ce que je faisais hier, est-ce que c'est bien pertinent de le faire demain? Cette capacité à se remettre en question, changer ses process de travail, réécrire ses méthodes, vous l'avez compris, c'est une compétence clé. Voilà, Franck, j'espère que je n'ai pas été trop long sur ces 8 compétences clés. Pour moi, elles sont aujourd'hui d'autant plus nécessaires que l'actualité, post-confinement, aujourd'hui, c'est inconnu pour tous et qu'il va falloir se remettre en question sur toutes ces thématiques-là. Auparavant, on pouvait aller chercher un profil avec une partie de ces compétences-là et valider son projet professionnel. Ça va devenir de plus en plus compliqué demain, sachant que vous l'avez compris, je pense, dans les présentations de petits dessins que je vous ces compétences deviennent interdépendantes les unes des autres. On ne peut pas être un bon maîtrisant sur les process HACCP et gestes barrières sans les communiquer. On ne peut pas être innovant et en veille sans, pareil, le communiquer. On ne peut pas être un bon gestionnaire sans suivi administratif, etc., etc. Voilà pour la présentation du final. Alors, voilà, ça fait, ça fait froid dans le dos, hein. Toutes ces compétences-là, on ne les a pas forcément sur son CV, dans son parcours. Comment on fait pour les acquérir? Franck, je te laisse tourner la page, s'il te plaît. Pour moi, il y a 3 options qui arrivent. Hop, celle d'avant, s'il te plaît. C'est celle d'avant? Oui. Excuse-moi. Tu es en train de me casser mon truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends. Voilà. La première des options, bon, c'est pas grave, je te laisse rechercher le slide, je commence. La première des options. C'est ça, non, c'est pas celle-ci. 2 secondes, je vais essayer de la retrouver. Sinon, je peux faire ça. Hein. Vas-y, avance, je vais te la retrouver. Voilà. La première des options, c'est quand on n'a pas toutes ces compétences clés dans son CV, quand on est porteur de projet, et c'est le premier des réflexes, c'est s'associer. S'associer avec un profil qui va être complémentaire au nôtre, une palette de compétences qui va permettre de répondre à ce besoin de demain. S'associer, ça a de gros avantages. Hein. On répartit les compétences, on partage l'effort financier bien souvent, mes collègues le confirmeront. C'est aussi la possibilité d'avoir un effet miroir. Et l'effet miroir, quand on est isolé entrepreneur, c'est une richesse sous-estimée bien souvent. C'est la capacité de prendre aussi des décisions collégiales et d'être désenclavé et non isolé dans ces réflexions-là. La contrepartie, c'est d'avoir une cohabitation régulière avec cet associé, c'est partage des bénéfices aussi. C'est une nécessité de cohésion perpétuelle dans le projet, au risque de demain créer une rupture dans ce partenariat et créer une rupture dans le projet lui-même. Voilà la première des options. La seconde des options, c'est de recruter la compétence en externe et d'aller chercher un profil salarié. L'avantage de recruter, c'est qu'on va aller chercher des compétences cibles par profil, et ça a un vrai côté génial parce que du coup, on ne va chercher que la compétence nécessaire et on va aller la compléter à son profil initial. Ça permet d'avoir une souplesse dans ces organisations et c'est économique. Contrario par rapport à un associé qui sera un peu plus gourmand. L'inconvénient de recruter et d'aller chercher ses compétences clés, c'est le risque d'erreur. Le recrutement, ce n'est pas une science exacte et pour l'avoir pratiqué longtemps et pendant des années, j'ai aussi fait des erreurs dans le recrutement. L'absentéisme, c'est un fléau qui se maîtrise, qui se travaille au travers du management, mais c'est un risque et on doit en tout cas se conformer à la législation du travail dans le cadre du salariat. La troisième option, c'est externaliser. Aller chercher ses compétences à l'extérieur et les laisser à l'extérieur, les faire rentrer dans ces organisations au cas par cas, en cas de besoin. C'est la possibilité de cibler des compétences clés à la carte. C'est la possibilité de faire rentrer des gens avec une vision 360 et c'est aussi du gain de temps et du gain d'argent. Voilà les 3 options et je pense que ces 3 options-là, elles vous permettent demain, dans votre projet création de restaurant, d'avoir la possibilité d'avoir un profil le plus complet possible pour monter votre projet et donc vous mettre tous les atouts en votre possession pour réussir ce projet. Alors, je vais passer la slide suivante. Oui, absolument, Franck.
Voilà, la transition est toute simple. Qu'est-ce qui se passe chez DF Conseil ces dernières semaines et ces derniers mois? Franck, si tu veux passer le slide. Ouais, je vais la passer tout de suite. Depuis un mois et demi, 2 mois maintenant, depuis le 14 mars, un peu avant même, j'ai créé et animé un blog dans lequel je mettais liens, conseils et petites astuces pour permettre aux restaurateurs de rebondir le plus vite possible et d'optimiser cette période difficile que nous sommes encore en train de traverser. Ça a été aussi la mise en place d'une hotline 77 et gratuite à destination des restaurateurs qui en ont eu le besoin, et j'ai eu quelques appels entrants et quelques cas particuliers à traiter, très compliqués, mais qui sont aujourd'hui sécurisés et qui attendent le déconfinement, qui se demandent la date et encore de réouverture. Mais voilà. Et le dernier point, le 4 mai, depuis le 4 mai, je suis, en plus de mon activité, ambassadeur Covid-free. Pour accompagner les professionnels de la restauration, mais également les commerces de proximité dans la labellisation des bonnes pratiques opérationnelles que les professionnels vont mettre ou mettent déjà en place dans leurs établissements de demain. Ça va être un outil de veille et également un outil qui va optimiser et maîtriser la notoriété et la réputation des professionnels de demain sur la thématique des nouveaux gestes barrières. Voilà, Franck. Alors, oui. Damien, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous allons consacrer dans quelques jours, la semaine prochaine, un webinaire spécialement dédié à ce label Covid-free et pendant lequel vous aurez effectivement tous les détails pour vous exploitants et effectivement la possibilité de poser vos questions sur ce label qui va, je pense, petit à petit s'imposer. Alors, je retiens de ce que tu nous as, de ces propos, Damien, un petit peu quand tu as développé ces compétences. J'ai bien aimé lorsque tu as évoqué la nécessaire bienveillance à l'égard de ses clients, parce que ce qui est quand même un petit peu une surprise, c'est que qu'on a tous constaté, c'est que pendant cette période très compliquée, eh bien, on a vu des gestes de solidarité de toutes parts, et on a pu constater quand même que les gens, dans un contexte qui était très difficile, manifestaient effectivement cette bienveillance. Et je pense qu'il faut effectivement que cela perdure, s'inscrive dans la durée, et que les restaurateurs qui ont parfois auxquels on fait la critique de ne pas être toujours très bienveillants à l'égard de leurs clients, s'inscrivent de manière pérenne dans cette démarche-là, surtout que paradoxe, on va vers des modèles dans les semaines qui viennent qui sont quand même des modèles dits sans contact, vente à emporter, livraison, click and collect. Donc, résoudre, comment manifester de la bienveillance à l'égard de ses clients dans des modes d'exploitation sans contact. Il va falloir imaginer des solutions innovantes pour effectivement s'inscrire dans cette démarche. Alors, on prend le relais tout de suite avec rebondit sur les propos de Damien et ce profil, ce panier de compétences. Et je laisse la parole à Christelle Dufy, Crédit Pro, qui, elle, effectivement, va faire un focus sur d'abord le retour des établissements bancaires depuis quelques semaines, et puis sur le dossier de financement, la façon dont il doit être construit. Pareil, Christelle, je te laisse la parole et tu m'indiques à quel moment tu veux que j'enchaîne avec tes slides. Parfait, je te remercie, Franck. Déjà, merci à toi de nous donner l'occasion à nous tous de pouvoir parler de ces sujets voilà, importants et anxiogènes pour bon nombre de porteurs de projets. Je suis là aujourd'hui pour tenter de lever quelques tabous, quelques angoisses, et pour vous adresser tout plein d'ondes positives sur le demain. Je sais que le sujet du financement est souvent un vrai problème.
Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais prendre quelques minutes pour me présenter et puis surtout présenter Crédit Pro. Crédit Pro qui est un réseau de courtage national spécialisé dans le financement professionnel. Donc nous n'intervenons que sur l'accompagnement des chefs d'entreprise. Nous sommes 45 courtiers spécialisés sur le territoire. Pour faire le pendant sur les métiers du CHR, faut savoir que le CHR, c'est vraiment notre ADN, ça fait partie intégrante de notre histoire. Nous accompagnons au niveau national environ 700 dossiers par an pour un peu plus de 210 millions d'euros. Depuis notre existence, depuis la création, nous avons accompagné plus de 4500 professionnels dans le CHR. Donc, nous avons une réelle compétence et reconnaissance de la part de nos partenaires bancaires sur la méthodologie de nos présentations. La durée moyenne d'obtention d'un financement quand on le prend en charge, alors avant le confinement, parce qu'évidemment ce délai-là est amené à évoluer dans les semaines et les mois qui viennent, on est à moins de 40 jours, quand parfois on l'entend, les porteurs de projets peuvent avoir besoin de plusieurs mois. Et notre taux d'acceptation de dossiers en banque, dès lors que nous les présentons, est d'environ 90%. Et enfin, nous bénéficions de plus de 110 partenariats bancaires sur le territoire national. Donc, on a ce qu'il faut, sous la main pour présenter les différents projets. Alors, ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est peut-être de vous éclairer sur l'art et la manière de rendre son dossier de financement bankable à l'ère du déconfinement. On peut lire ou entendre ces dernières semaines qu'il y a quand même de fortes angoisses de la part des porteurs de projets sur ce secteur d'activité qui se disent « Mon Dieu, on ne va plus pouvoir se faire financer, les banques ne vont plus vouloir y aller ». Donc, on va essayer de réfléchir ensemble et voir comment ça peut s'organiser. Est-ce que tu peux peut-être passer le slide suivant, s'il te plaît? Ça y est, c'est fait. Alors, ouais, super. Alors, en introduction, je crois que je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas grave, je vais le faire. Il est quand même pas rare de constater que la recherche de financement pour un porteur de projet est vraiment souvent perçue comme un véritable parcours du combattant et que la constitution d'un dossier de financement est souvent compliquée à opérer. Et néanmoins, la présentation d'un dossier de financement solide est capitale pour aller chercher un accord. Alors, c'est vrai que le secteur de la restauration dans le monde bancaire a pu connaître par le passé et encore plus aujourd'hui de récurrents durcissements des conditions d'octroi et tout cela au gré des différentes perturbations économiques. Pour autant, dans le contexte de crise que nous traversons et malgré toutes les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés, comment peut-on imaginer le financement de demain? C'est ce que je vous propose de détailler. Tu peux dérouler le prochain slide, s'il te plaît. Super, merci. Alors en fait, malgré la crise, on ne va pas tout réinventer parce que si on travaille sur les grands fondamentaux attendus par les banques, on doit être complètement serein sur les prochains mois pour l'obtention de ces financements. Alors clairement, les grands fondamentaux d'un projet de financement, alors que ce soit dans le CHR, mais dans tous les autres domaines d'activité, il repose d'abord sur la maturité du projet, sur la réalisation d'un business plan et d'un business plan précis. Et ensuite, il faut embarquer le banquier et lui faire comprendre qu'effectivement, on va piloter et gérer son entreprise. Encore une fois, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on a tous eu dans nos carrières différentes des projets qui sur le papier devaient se dérouler de manière très souple. Et dans le pilotage de l'entreprise, il y a parfois des couacs où les porteurs de projet ne savent pas forcément comment le faire. Donc, une chose importante, c'est que aller voir une banque, on peut peut-être avancer sur le prochain slide,
Franck, s'il te plaît. Voilà. Aller voir une banque avec un projet que j'appellerais bancalou, c'était pas tellement possible hier, mais alors pour le coup, ça sera pas du tout possible demain. Il faut aller voir son banquier avec un projet abouti. Et je rebondis vraiment sur toute la présentation de Damien sur les compétences des porteurs de projet. Clairement, un dossier de financement, dans un dossier de financement, le meilleur atout, c'est le porteur de projet. Donc, il faut vraiment que dès le premier rendez-vous et dès la présentation du projet en banque, il faut vraiment que le banquier soit rassuré sur la maturité du porteur de projet, sur sa compétence, sur sa capacité à réagir en cas de difficulté, que ce soit des difficultés d'ordre RH, des difficultés d'ordre financier. Voilà, donc il est vraiment important de travailler ce sujet-là. Évidemment, le banquier aura à cœur de rapidement se rassurer sur la faisabilité, la solidité et surtout la pérennité du projet. Ensuite, le banquier, il faut lui proposer un business plan précis. Alors, un business plan précis, c'est quoi? C'est pas forcément un document de 40 ou 50 pages. Je dirais même que c'est carrément pas un document de 50 pages parce que bien souvent, il a peu de temps pour s'en imprégner. Ce qu'il faut surtout, si on veut faire les choses de manière un petit peu simple, c'est estimer précisément le besoin de financement. Nous, dans nos métiers, on voit très fréquemment, dès lors que les porteurs de projets ne sont pas toujours accompagnés par des personnes compétentes ou des experts comptables, qui nous manquent toujours des petits sous pour boucler le plan de financement. Donc, oui, un plan de financement. Alors, je ne sais pas si on rachète un fonds de commerce, il y a le prix du fonds de commerce qui doit être évidemment valorisé correctement et je vous invite vraiment à vous rapprocher des réseaux et des professionnels de l'immobilier d'entreprise qui vont pouvoir avoir la bonne évaluation. Il ne faut pas évidemment oublier tous les frais annexes qu'il peut y avoir sur une opération de financement, que sont les travaux. Quand il y a des travaux, on les justifie par des devis. Quand il y a des besoins d'investissement dans du matériel, on les justifie aussi par des devis. Donc, n'oublions pas les garanties, les frais de garantie BPI, les frais de dossier bancaire. Parce que si parfois certains porteurs de projets ont de l'épargne et ont un peu d'avance quand il manque 5 ou 10 000 euros, c'est pas toujours un problème. Mais parfois, ça peut être un problème et démarrer une affaire en étant tendu sur le plan de trésorerie, c'est quand même toujours très compliqué pour aller chercher des lignes de découvert sur les métiers du CHR. Ensuite, soyez précis sur la présentation de l'environnement de votre projet. Évidemment, la présentation du concept est importante. Qu'est-ce que vous allez y faire? Quelle va être votre valeur ajoutée? Comment allez-vous vous organiser? Mais également, quel va être votre statut juridique? Qui vont être vos partenaires d'ailleurs? N'hésitez pas à le faire savoir à vos banquiers que vous êtes accompagné d'experts comptables, de conseils, d'avocats. Le fonds de commerce, où est-il placé? Quel est son environnement concurrentiel? Qui seront vos clients de demain? Qui étaient les clients d'hier d'ailleurs? Encore une fois, si on prend l'exemple d'un rachat de fonds de commerce, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que les opérations s'opèrent, le banquier va vraiment décortiquer le bilan du cédant. Donc, intéressez-vous à la manière dont le cédant a construit son histoire et a construit son bilan comptable. Ça, clairement, c'était déjà pas tout simple hier, mais les affaires qui seraient peut-être surévaluées, qui ont un chiffre d'affaires en déclin et qui perdent de l'argent, voilà, va bien falloir peaufiner le dossier pour que le banquier puisse avoir une écoute. Ensuite, le bilan prévisionnel. Le bilan prévisionnel, alors Jérémy va faire un focus là-dessus et je ne vais pas trop m'attarder, mais le bilan prévisionnel, il doit être précis, c'est-à-dire que quand on écrit sur un prévisionnel que on entend faire 250 000 euros de chiffre d'affaires, il faut vraiment pouvoir le justifier par un nombre de jours d'ouverture, par un panier moyen qu'on aura réfléchi, qu'on aura construit. Et enfin,
Le plan de communication, oui, c'est important. Aujourd'hui, si on veut faire savoir que l'on existe, il faut savoir communiquer. Donc, il faut présenter ces éléments-là au banquier. On ne peut pas imaginer présenter un dossier sans lui expliquer comment on va se faire connaître. Peut-être peux-tu passer le dernier slide, Franck? Merci. Alors, un point qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que dans les affaires, peut-être dans les affaires, quand on est en dehors des cadres des projets de CHR hors franchise, ou pour les primo-accédants, le volet pilotage de l'entreprise est souvent, voilà, les porteurs de projets passent souvent à côté. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire quelle que soit la taille de son entreprise, mettez des outils de pilotage en place, même des outils simples. Quand vous construisez votre budget prévisionnel, vous devez vous assurer de manière quotidienne que vous êtes dans les clous et que vous êtes dans l'attendu. Ça sert à quoi? Ça sert à mettre en évidence les écarts en temps réel, sans attendre la production du bilan qui intervient plus d'un an après, lors du premier exercice. Et puis, ça sert éventuellement à aller appuyer et à justifier une demande de financement complémentaire si tant est qu'on en ait oublié un bout au moment du lancement. Voilà. Donc, globalement, moi, avant d'animer ce webinaire, j'ai évidemment pris contact avec différents partenaires bancaires pour leur demander la vision qu'ils auront demain sur le financement du CHR. Globalement, il y a, voilà, si je peux envoyer un message très positif aujourd'hui, oui, les banques vont continuer à financer les restaurants. La restauration est un secteur dynamique, c'est source de rentabilité pour les banques. De toute manière, elles ne feront pas l'économie du CHR. Mais par contre, en synthèse, soyez vigilants sur la cohérence du prix de cession, sur l'expérience des repreneurs, sur la qualité de l'affaire reprise, c'est-à-dire l'emplacement, les chiffres d'affaires réalisés, le potentiel, le marché et les produits proposés. Ensuite, la faisabilité, évidemment qu'il faut envisager que l'affaire soit rentable, sinon c'est un petit peu compliqué à faire financer. Et ensuite, les banquiers vont aussi regarder la qualité des garanties et la capacité du repreneur à surseoir à un prévisionnel revu à la baisse. Voilà, j'espère que vous avoir éclairé. Je vais passer la main à Jérémy. Oui, merci Christelle. On retient en fait, je retiens de ce que tu viens de présenter, en fait peut-être un fil conducteur, c'est-à-dire que c'est vrai que ces dernières années, il y avait une petite tendance un petit peu dans les dossiers de financement à un peu s'éloigner du bilan du vendeur, de partir sur des valorisations qui étaient pas nécessairement bilancielles, mais effectivement très commerciales, en partant du fait que finalement ce qu'on rachetait derrière le fonds de commerce, on ne rachetait en fait qu'un emplacement et qu'on partait sur une feuille blanche et que donc le bilan du vendeur, sa façon de construire son bilan, sa clientèle, son chiffre d'affaires était un petit peu négligé. Et là, effectivement, on peut s'attendre de la part des établissements bancaires comme tu l'as dit au tout début de ton intervention, à revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire que effectivement, une approche peut-être plus classique et un focus effectivement plus important sur le CV du porteur du projet et puis le bilan du cédant. Alors, c'est là que je passe le relais à Jérémy. Jérémy, fondateur du cabinet Carré G Expertise Comptable et qui, lui, effectivement, va nous donner ses secrets pour établir ce fameux prévisionnel. Je te laisse la parole et je commence avec tes slides. Super, merci à toi Franck et puis bonjour à tous. Pour démarrer, je vais me présenter très rapidement. Voilà, je m'appelle Jérémy Ranchy, du coup je suis expert comptable. J'ai fondé le cabinet Carré RG, qui est un cabinet d'expertise comptable à Lyon il y a 6 ans. Donc on a démarré en 2014. Aujourd'hui, on est situé dans le centre de Lyon et dans l'ouest lyonnais. On est 17 au sein du cabinet. On accompagne plusieurs centaines de clients. Ce qui est important, je pense, d'avoir en tête
par rapport au rôle de l'expert comptable, c'est qu'on limite trop souvent le rôle de l'expert comptable à la partie finalement obligation légale. Et on n'est pas là que pour remplir des formulaires, faire des déclarations de TVA, des bilans et des liasses fiscales. Il y a tout un aspect conseil. Il faut avoir en tête que l'expert comptable, c'est bien en fait un professionnel de l'entrepreneuriat au sens très large. On a des compétences. L'avantage, c'est qu'on peut, on a finalement, comme je disais, des centaines de clients, des informations finalement venues de toutes parts. Et être bon dans le conseil, puisqu'on va croiser l'aspect social, l'aspect juridique, l'aspect gestion, l'aspect finalement d'entrepreneuriat au sens très large. Ça, c'est important de l'avoir en tête quand vous avez à échanger avec votre expert comptable. Faites-lui confiance, parlez-lui de vos projets, ce genre de choses, parce c'est un professionnel à ce niveau-là et il n'est pas limité à la simple fonction de comptable. Voilà, ça c'était le premier point. J'aimerais aussi parler et rebondir sur ce qu'a dit Damien sur les 8 métiers du chef d'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. Être bon dans son métier, c'est un minimum et c'est loin d'être suffisant. Voilà. Savoir faire à manger, c'est très bien. Savoir tenir un restaurant, c'est top. Mais par contre, il y a 7 autres métiers qui sont inhérents au rôle de chef d'entreprise. Je ne vais pas revenir dessus parce que Damien l'a très bien fait. Il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que demain, on attend autre chose de vous en tant que chef d'entreprise que le simple fait de maîtriser votre production. Ce sera insuffisant. Voilà, et le bien en tête, ça crée quelques surprises et quelques désagréments par la suite lorsqu'on se lance en étant mal accompagné en fait, sur cette partie-là. Par rapport à... Je passe la première slide. La partie prévisionnelle. Voilà. Alors, avant d'arriver sur la partie prévisionnelle ici sur la première slide, je voudrais juste faire un petit focus. On parle ici de financement. C'était l'objet de ce webinaire. C'est important de dire que le prévisionnel, on le fait pour la banque, mais on le fait surtout pour soi-même. Voilà, obtenir un emprunt, c'est très bien. Maintenant, le projet, c'est vous qui allez le conduire. Donc, c'est important d'avoir une vision pour vous, d'avoir des objectifs, de savoir où vous allez en termes financiers, en termes économiques. Obtenir le financement, ça vous permet de lancer votre projet. Parfois, les banques disent non et puis on est un peu contrarié. Souvent, c'est à bon escient. Voilà, faut avoir en tête, c'est que avoir un refus de prêt si le projet est bancal, ça paraît c'est contrariant. Maintenant, il faut avoir en tête que c'est pas pour rien. Alors certaines fois, et ça m'est arrivé pas mal de fois, on a eu des refus bancaires parce que les projets étaient un peu limite, un peu bancalou pour reprendre ton expression, Christelle. Et du coup, on s'est pris un rejet. Les personnes se sont débrouillées autrement. On a pu avoir du financement. Et ce sont des sociétés qui ont cartonné par la suite. Donc, on peut avoir des surprises. Maintenant, voilà, en général, si la banque refuse, c'est qu'il y a une vraie raison. Et c'est plutôt vous rendre un service que de vous dire, attendez, le projet n'est peut-être pas mature. Retravaillez-le, revenez nous voir plus tard. Parce qu'en l'état actuel des choses, si on vous donne les clés, c'est-à-dire si on vous donne le financement pour vous lancer, c'est la chute assurée et des pleurs à venir dans les mois ou les années qui vont arriver. Ouais, ça, voilà, c'était mon introduction. Oui. On peut passer du coup au slide. Voilà. Donc, le prévisionnel, à quoi il nous sert? Il nous sert à 2 choses. On l'a dit, 1, à regarder la viabilité du projet. 2, et c'est une conséquence, à obtenir propre. Avoir de l'apport, c'est très bien. Mettre son apport, tout ou partie, peu importe, dans un projet sans faire appel au financement externe, notamment au financement bancaire, c'est une erreur. C'est une erreur par rapport à votre rentabilité. C'est-à-dire que si vous investissez 50 000 de votre poche ou 500 000 pour le même projet, égal, vous aurez une rentabilité qui est divisée par 10. Ça, c'est le premier point. Donc, faites appel au financement pour tout ce qui est finançable et donc tout ce qui va être immobilisation. Gardez vos réserves personnelles pour la partie besoin en fonds de roulement. Donc, votre trésorerie, finalement, du quotidien, votre stock, les salaires, le loyer, toutes ces choses, toutes les choses, finalement, que la banque ne va pas financer. Lorsque c'est finançable, c'est valable au début, c'est valable au début à la création, mais c'est valable aussi finalement tout au long de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque investissement que vous devez réaliser, pour les travaux, pour du matériel, peu importe, pour du mobilier, faites appel au financement bancaire lorsque la banque vous suit. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait
arriver à avoir une trésorerie saine, une entreprise viable. Je vais le répéter, mais une entreprise viable, c'est une entreprise qui a de la trésor. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une entreprise sur le papier qui est rentable. Malheureusement, la rentabilité, ça n'a jamais fait la réussite d'une société. En tout cas, ce n'est pas un critère qui est suffisant. Vous avez plein d'entreprises rentables qui sont à la barre du tribunal de commerce, tout simplement par manque de trésorerie, voilà, par rapport à une mauvaise gestion. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, et c'est valable pour les sociétés. Et donc l'autofinancement, on oublie au maximum, et on suit ces indicateurs. Donc ça, on va y revenir après. Pour la partie prévisionnelle, droit ou inversé, ça c'est le premier sujet, c'est un gros sujet entre les experts comptables et les banquiers. Tu me contrediras pas, je pense, Christelle, sur ce point-là. C'est comment on construit un prévisionnel. Donc, quand on fait un prévisionnel, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Les choses qu'on sait, qu'on peut imaginer fortement sans trop pouvoir se tromper, c'est la partie notamment charge fixe sur la colonne de gauche. Alors, sur le slide, on ne voit pas... On voit pas tout l'écran. Je ne sais pas si c'est normal, Franck. Tout le monde, je vais regarder ça. Donc voilà, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Les choses qu'on sait, potentiellement qu'on devrait savoir, c'est la partie charge fixe. Vos charges fixes, c'est combien vous allez payer de loyer, c'est combien vous allez payer de vos salaires, c'est combien vous allez payer en téléphonie, c'est combien vous allez payer votre expert comptable. Voilà, c'est toute cette partie-là, tout ce qui va être abonnement, tout ce qui peut être prévu. A priori, une fois qu'on a trouvé notre local, qu'on a trouvé notre concept, on peut très bien faire des budgets qui peuvent tenir la route à peu de choses près. On n'est jamais sur une science exacte, mais en tout cas, on peut avoir quelque chose les charges fixes, normalement, sont facilement identifiables. Soit parce qu'on va se baser pour partie sur l'existant, donc sur les comptes annuels, finalement, de l'entreprise que vous rachetez ou du fonds de commerce que vous rachetez. Soit, après, vous allez finalement... amenez votre sauce, hein. Il y a des choses qui vont disparaître, il y a d'autres qui vont se rajouter, mais ça nous donne une bonne base finalement pour estimer les frais. Je pense par exemple aux dépenses d'énergie, voilà, et c'est un exemple. Donc les charges fixes, normalement on connaît. Les charges, ce qui va nous être important également, c'est de définir votre taux de marge. Bon, le taux de marge en restauration, on peut en discuter, on peut l'affiner entre restauration, on va dire bistronomique, gastronomique ou bien restauration rapide, mais grosso modo, en termes de coefficients, dans les grandes lignes, on va être de l'ordre de x3 en fait, sur la marge sur les solides et à peu près x4 la marge sur les liquides, à affiner en fonction du type de restauration, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, les charges fixes, on les connaît. Le taux de marge, on peut le définir également, sans trop se tromper, à quelques points de chiffre d'affaires, de pourcentage près. Avec ça, on fait un calcul à inversé, en fait, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on connaît, donc nos charges fixes et notre taux de marge, pour définir un seuil de rentabilité. Donc ça, c'est plutôt une déformation professionnelle des experts comptables et des comptables en général, c'est qu'on aime bien partir de ce qu'on sait. Et donc, notre calcul, en fait, alors, vous ne voyez pas tout le slide ici, mais les charges fixes et taux de marge, ça va nous permettre de connaître votre seuil de rentabilité, et donc de connaître en fait, le chiffre d'affaires minimum. C'est le premier objectif qu'on va avoir, c'est avec ces charges qui, par définition, sont fixes et sur lesquelles on ne va pas pouvoir avoir d'influence. Sur le taux de marge, a priori, on ne va pas trop avoir d'influence non plus, ou pas trop. On peut définir déjà quel est le seuil de rentabilité, c'est-à-dire combien de chiffre d'affaires minimum vous devez faire pour ne pas perdre d'argent. Alors ça, c'est le premier calcul, et on peut l'améliorer ensuite pour définir des objectifs de chiffre d'affaires. Et avec ça, on va pouvoir finalement connaître le niveau de risque. C'est-à-dire que si vous faites votre prévisionnel inversé, enfin c'est votre expert comptable qui va le faire, charge fixe, taux de marge, seuil de rentabilité, puis si on se rend compte que le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour arriver à zéro, je sais pas, moi c'est par exemple 300 000 € de chiffre d'affaires, et là ça va... Mais 300 000 €, j'y arrive pas, quoi. Ou alors, facile. Voilà. On va pouvoir jauger un petit peu comme ça, je pense, le niveau de risque. Voilà, en ayant fait notre prévisionnel inversé à partir de ce qu'on connaît. Ça, c'est mon travail. Le travail qu'on demande à nos clients, parce que c'est vous les professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel de la restauration, je suis un professionnel de la gestion d'entreprise. Et donc, c'est vous qui allez pouvoir travailler sur votre chiffre d'affaires. Et c'est là où on va finalement croiser vos données et les nôtres.
les vôtres en tant que chef d'entreprise et les miennes en tant que professionnel de la gestion. Donc, ce qu'on demande aux chefs d'entreprise, aux futurs, en tout cas chefs d'entreprise, aux porteurs de projet, c'est de travailler sur son chiffre d'affaires. Comment on va définir un chiffre d'affaires? Finalement, on va avoir 4 éléments qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, il y a 4 éléments à pouvoir à déterminer. C'est le panier moyen. Quel est le panier moyen de la restauration que vous allez proposer, finalement? Est-ce qu'on est sur de la restauration rapide, bistronomique, plutôt traditionnelle, plutôt gastronomique? En fonction, on peut déterminer ce panier moyen. Ce qui va nous servir également, finalement, à déterminer votre chiffre d'affaires, c'est votre capacité d'accueil. Voilà. Finalement, quel est tout simplement le nombre de couverts que vous pouvez réaliser et combien de services vous allez faire le soir, le midi, combien de jours par semaine? Ça, c'est vous qui avez la solution, c'est absolument pas moi. Voilà. Le taux d'occupation, ensuite, qui va être finalement dont il faut tenir compte. On va croiser la capacité d'accueil avec le taux d'occupation et avec le panier moyen pour obtenir votre chiffre d'affaires. Ça, c'est dans une vision un petit peu statique, c'est-à-dire sur une année classique, je crois ces 3 indicateurs et ça me donne mon chiffre d'affaires. La dernière variable, le dernier élément, parce que j'ai annoncé 4 éléments, alors il arrive, je ne vous ai pas menti, c'est la saisonnalité. La saisonnalité, elle va nous amener une vision un petit peu plus dynamique en positionnant dans le temps. Finalement, si je fais 50% de mon chiffre les mois d'hiver parce que je suis un restaurant d'altitude, enfin, c'est concentré sur 3 mois, par exemple. Sur l'année globale, dans une vision statique de rentabilité, ça ne changera absolument rien à mon résultat. Par contre, en termes de trésorerie, ce sera le jour et la nuit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 100 000 euros sur le compte fin mars et vous retrouver avec moins 100 000 en septembre-octobre. Est-ce que c'est acceptable? Absolument pas. Du coup, cette saisonnalité, il faut en tenir compte dans votre prévisionnel. Parce qu'il va falloir regarder la partie finalement rentabilité d'un côté et la partie trésorerie de l'autre. Et je passe du coup à mon slide suivant, Franck, parce que s'il te plaît. On va y revenir là-dessus, sur la partie rentabilité et trésorerie. Là, je voulais identifier avec vous et vous expliquer un petit peu, vous donner mon point de vue sur la partie des fondamentaux, les caractéristiques indispensables dont il faut tenir compte pour maximiser les chances d'obtention d'un emprunt. Christelle l'a évoqué, je ne vais pas y revenir dessus non plus, c'est être du métier. Voilà, être du métier, voilà, on ne va pas revenir dessus, très important. Après, il y a être du métier et être du métier. J'en viens ici, c'est un échange qu'on a eu avec Franck précédemment. C'est qu'est-ce qui fait le cœur de votre métier quand vous avez votre restaurant? En fonction finalement du type de restauration que vous allez proposer, est-ce que c'est la salle? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que finalement c'est un mix des deux? Est-ce qu'il faut le cuisinier, enfin votre cuisine, est-ce qu'elle est indispensable finalement à protéger? Est-ce que c'est une partie prenante indispensable dans votre modèle? En fonction, on va pouvoir finalement être dans les clous de ce qu'attend une banque ou pas, et le niveau de risque va bouger également. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il concerne la cohérence de l'apport. On n'en a pas trop parlé encore, mais Christelle pourra vous renseigner là sur cette partie-là. Un apport cohérent, alors, en fonction de votre projet, vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, le meilleur prévisionnel. Si jamais vous avez un apport qui est complètement déconnant par rapport finalement à l'enveloppe globale de financement qui va être demandée à la banque, vous serez tout simplement pas pris au sérieux. Alors je m'avance ici en donnant un chiffre, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'en fonction des projets, ce sera pas tout à fait le même, mais voilà, avoir entre 20 et 25% d'apport sur un projet, sur une échelle globale, je pense que c'est un minimum. Si vous avez un projet qui fait 200 000 euros d'investissement global, apporter entre 40 et 50 000 euros, voilà, c'est pas une vérité, mais c'est une tendance, disons. Tout dépend encore une fois de la banque prête à une personne. Donc, si vous avez un peu moins d'apport, mais que vous avez un profil qui va bien, c'est pas mort. Voilà, c'est ça. Vous travaillerez avec Christelle et puis on fera en sorte que votre projet voit le jour. Voilà. Le troisième point qui est important, c'est que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est jamais bon, que ce soit dans le business, dans le perso. La banque va regarder ça. Donc, garder des ressources personnelles, je pense que c'est fondamental.
Si vous avez tout mis, que vous êtes à sec et votre projet, finalement, il ne prend pas la bonne tournure, en tout cas, ça met un peu plus de temps à se décanter que prévu. Si jamais le chiffre d'affaires qui avait été prévu sur les 3 premiers mois, finalement, il n'est pas au rendez-vous, il arrive un petit peu plus tard parce que vous avez eu des retards de travaux, parce que la clientèle, vous avez mal communiqué. Votre clientèle, elle n'est pas au rendez-vous. Vous avez eu un effet boom au départ, parce que l'effet nouveauté, vous avez fait le plein le premier mois d'ouverture, puis après, ça s'est un petit peu calmé. Tout ça, il faut l'anticiper. Si on n'a pas de ressources personnelles pour remettre au bout, ce n'est pas la banque qui va vous aider à ce moment-là. Et donc, comment vous dire, s'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, quoi. Donc, si c'est pas la banque qui prête, si c'est pas vous qui avez, c'est rideau. Voilà. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Garder des ressources personnelles de sécurité, tout simplement, pour vous et pour la banque. Voilà. Encore une fois, si la banque demande, si la banque a des critères aussi précis, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour minimiser le risque. Elle le minimise à la fois pour elle, mais elle le minimise surtout pour vous. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Le 4e point, c'est la valorisation du fonds. Je crois que Christelle, tu l'as évoqué aussi. Je voulais juste rebondir sur le fait que bien valoriser son fonds, c'est indispensable, parce que le fonds, ça constitue une garantie pour la banque. Donc, si vous surestimez, si vous rachetez trop cher par rapport au marché, la banque ne pourra pas finalement s'en servir comme garantie, en tout cas pas en totalité. Et ça peut être gênant. Le point numéro 5, c'est le point du chiffre d'affaires. Je ne dis pas qu'il faut être pessimiste, parce que l'idée, c'est de faire quelque chose de réaliste, ni trop beau, ni trop pessimiste. En fait, rien de s'auto-flageller quand on fait un prévisionnel. Par contre, faut être prudent, parce que si on se plante, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport au point numéro 3, de garder des ressources personnelles, si on se plante sur le chiffre d'affaires, on se plante sur la trésorerie, et c'est avec ça qu'on paye nos fournisseurs et qu'on fait tourner la boîte. Si vous n'avez plus de trésor, si vous ne pouvez plus acheter de marchandises, pareil, vous fermez la boutique. Du coup, prudent sur le chiffre d'affaires. Voilà. Créer un business et même reprendre finalement une activité, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Il y en a plein qui se lancent, il y en a une bonne partie qui se cassent les dents. Si vous voulez être, et plein qui réussissent, bien entendu. Mais ceux qui réussissent, je pense qu'ils ont, il faut avoir cette anticipation au niveau rentabilité, au niveau trésorerie, pour diminuer le risque, encore une fois, pour vous. Donc, prudence sur le chiffre d'affaires. Voilà, vous n'êtes pas les rois du pétrole directement en disant que vous allez faire le double de ce que faisait la personne précédemment, parce que votre concept, il est génial. C'est sûrement vrai, et tant mieux si ça se réalise. Mais soyez prudents. Minimiser le risque pour vous. Enfin, le dernier point, c'est le respect des ratios. Alors, le respect des ratios, il est indispensable tout le temps, en fait, pas uniquement sur la partie prévisionnelle. Déjà, quand on parle de ratios, de quoi on parle? On parle des ratios qui sont liés à une profession. Donc, c'est valable pour le CHR, c'est valable dans plein de domaines. Pour le CHR, je vous en donnais 3. On a le ratio, finalement, de la marge. On l'a vu tout à l'heure, les coefficients. Coefficient 3, coefficient 4. Donc, concrètement, c'est les ratios de taux de marge. On va en avoir un autre qui a un ratio en termes de poids de la masse salariale dans votre chiffre d'affaires. Si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, quel est le poids finalement moyen par rapport à vos confrères, par rapport à vos concurrents, de la masse salariale? Combien de budget vous avez pour payer vos salariés? Le dernier ratio, c'est un ratio par rapport au loyer, et au poids des charges fixes dans le chiffre d'affaires total. Donc, au niveau du CHR, ils existent dans plein de domaines. Pourquoi c'est important de les connaître? Pour 3 raisons. La première, sur la partie prévisionnelle, c'est pour montrer à la banque que vous connaissez votre métier, que vous connaissez finalement les ratios qui sont propres à votre profession, que vous êtes un professionnel qui maîtrise son environnement et du coup la structure finalement économique et financière du type d'activité que vous allez lancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'au quotidien, une fois que vous serez lancé, il ne faudra pas les oublier, ces ratios. Pourquoi ils existent? En fait, c'est des ratios qui sont constatés et qui sont une moyenne de ce que présentent vos confrères, vos concurrents. Voilà. Si on ne respecte pas ces ratios, si on est trop bon, si on est trop mauvais, il y a des conséquences qui sont fâcheuses. Je m'explique très rapidement. Si on est en dessous des ratios, si par exemple ma marge n'est pas bonne, si j'ai explosé ma masse salariale, je ne vous fais pas un dessin, on a bien compris qu'on aurait des problèmes de rentabilité et des problèmes de trésorerie.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est fondamental, respecter les ratios. Les ratios, qui les regarde? C'est vous, c'est votre expert comptable et c'est le fisc. Voilà. Les ratios, ils n'existent pas pour rien, ils sont contrôlés. Je prends notamment le cas du taux de marge, par exemple. Avoir un taux de marge qui est trop faible, c'est suspicieux. Alors, c'est peut-être vrai parce que vous êtes mauvais, mais c'est surtout suspicieux aux yeux du fisc parce que ça voudrait dire que potentiellement, vous ne déclarez pas l'ensemble de vos recettes. Et communément, finalement, on va penser que vous faites du blague, tout simplement. Vous ne déclarez pas toutes vos recettes. Donc, ça peut déclencher un contrôle fiscal. À l'inverse, si vous avez une marge, pour prendre cet exemple, à l'inverse, vous avez un taux de marge qui est trop bon, c'est suspicieux aussi, parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a du blanchiment d'argent. Voilà. Alors, tout ça, c'est peut-être très loin de ce que vous avez, vous, en tête, mais il faut savoir que ça existe, et il faut en avoir conscience au moment de surveiller ces ratios. Je vais accélérer un petit peu, parce que je vois que je prends du temps, mais je pense que ces 6 points-là, il faut en tenir compte, ils sont facilement contrôlables, et on peut les anticiper. Voilà. Le dernier point, voilà, ce que vous devez analyser, donc ça c'est sur la partie prévisionnelle, mais c'est également sur la partie du quotidien. Il y a 2 choses, il n'y en a pas 36 concrètement, c'est la rentabilité, 2, la trésorerie. Quand je parle de rentabilité, je parle ici de vision finalement statique de votre business, c'est-à-dire concrètement, combien je fais de chiffre d'affaires, combien je fais de marge, combien j'ai de charges fixes, combien j'ai de masse salariale, et à la fin, combien j'ai de résultats. Est-ce que je suis en plus, est-ce que je suis en moins? Bon, être en plus, magnifique. C'est la base, si on n'est pas rentable, finalement, on va avoir on n'est pas viable. Mais comme je l'ai dit précédemment, être rentable n'est pas suffisant, puisque avoir une vision statique, c'est très bien. C'est le cas de l'exemple de mon restaurant d'altitude. Maintenant, au niveau trésorerie, il faut bien avoir en tête que votre bénéfice, votre résultat, s'il est positif, c'est pas pour autant que vous aurez une trésorerie positive. Parce qu'il y a pas mal de choses, finalement, qui influent sur la trésorerie et qui n'influent pas sur le résultat. Je pense notamment à l'autofinancement de vos investissements. C'est-à-dire que si vous avez fait de l'autofinancement, c'est très bien, vous investissez dans votre projet, malheureusement, vous avez ponctionné votre trésorerie, vous êtes démuni tout seul, et votre résultat, finalement, n'est pas impacté d'autant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une histoire d'amortissement, mais il y a pas mal de choses à vérifier. Donc, 1, on vérifie qu'on est rentable. 2, on positionne dans le temps sur une échelle dynamique mois par mois, finalement, on regarde les rentrées, les recettes, on les positionne. Votre assurance, par exemple, est-ce que vous allez la payer mensuellement? Est-ce que vous allez la payer one shot au mois de janvier pour l'année complète? Voilà, ça, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on peut avoir une distorsion entre votre bénéfice. Et c'est validé qu'on est rentable, c'est la base. Valider qu'on n'est pas à découvert, c'est le deuxième point. Il ne faut surtout pas le négliger. Voilà pour cette partie-là. Il y a tellement de choses à dire que je vais passer parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je voudrais juste refaire un petit focus. Voilà, Alexis, vous avez mes coordonnées et je vais me permettre de faire un petit peu de pub rapide sur mon compte Instagram. Je publie tous les jours depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, des conseils, des vidéos, des diaporamas sur les conseils en gestion d'entreprise. Voilà, je ne vais pas en dire plus, vous irez voir si jamais vous avez un... Non, mais c'est très intéressant. Je vous invite tous à vous abonner à la page Instagram de Jérémy parce que tous les jours, effectivement, il y a des petites infos qui sont très précieuses, très utiles, des réponses à des petites questions que tous les porteurs de projets se posent. Et effectivement, dans cette période d'incertitude, c'est toujours réconfortant d'avoir effectivement les éléments de réponse. Alors, je retiendrai de ton intervention, Jérémy, ce match permanent entre la rentabilité et la trésorerie. Et effectivement, on a souvent des bilans qui présentent effectivement une rentabilité, mais qui, lorsqu'on s'intéresse aux disponibilités, effectivement, de ce côté-là, ça pêche. Et évidemment, c'est une problématique assez fréquente. Et c'est pour cette raison que, en tout cas, nous, au cabinet, on incite vraiment les porteurs de projets d'être assistés tout au long de l'année. Le bilan donne une photo, mais c'est une photo qui est, lorsqu'elle est établie, est déjà dépassée. Et donc, par conséquent, il faut avoir des outils de pilotage au quotidien avec des informations, des tableaux analytiques, des informations de gestion qui vous permettent de faire les arbitrages
dès que vous constatez qu'il y a un écart. Alors, c'est le moment de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais commencer par les premières questions. Vous pouvez y aller. Hein, et comment dire, il y a un onglet juste à côté du chat questions et vous pouvez effectivement poser vos questions. Nous allons y répondre tous ensemble dès maintenant. Alors, je commence par la première question. Question d'Olivier. Bonjour à tous. Petite question sur la valorisation des fonds de commerce dans cette nouvelle ère. Quel sera le juste prix d'un fonds de commerce à l'avenir, sachant qu'il n'y aura plus de clients sur place dans les mêmes proportions que les 6 à 12 dans les 6 à 12 mois à venir. Alors, comment dire, évidemment, question d'actualité. Est-ce que l'un de vous veut commencer à donner un élément de réponse sur la valorisation des fonds de commerce, ces fonds de commerce qui vont connaître une activité partielle, réduite dans les prochains mois? Je peux prendre la parole sur le sujet, mais je pense que la réponse vient surtout d'un expert immobilier. On a un expert comptable, on a un expert en pré-immo, on a un expert en resto, on a un avocat expert, mais on n'a pas d'agent immobilier. Alors, pour donner quand même quelques petits éléments, un début de réponse, je considère que le bilan du vendeur va redevenir un baromètre de l'appréciation de la valeur des fonds. Maintenant, effectivement, on ne coupera pas, avec une dépréciation de la valeur des fonds dans les mois qui viennent, ou peut-être l'année ou les 2 ans qui viennent. Nécessairement, ça va être, totalement inévitable. Pour autant, un bon fonds de commerce qui présente toutes les caractéristiques, c'est-à-dire qui a un bon emplacement, qui a une licence 4, qui a une belle terrasse, qui a une extraction aux normes, qui a un laboratoire complet, a une valeur, indépendamment du contexte actuel. Donc, notre ressenti, ou en tout cas notre intuition de professionnel, c'est effectivement de considérer qu'il va y avoir une décote, d'accord, mais pour les très bons établissements et les très beaux établissements, cette décote sera à la marge. Voilà. Si je peux me permettre, Franck, d'intervenir sur ce point-là, je pense qu'il va y avoir peut-être un ralentissement des ventes, parce qu'aujourd'hui, une majorité des porteurs de projets ont souscrit un PGE. Et ce PGE risque de rogner la marge bénéficiaire lors des ventes. Et à ce titre, moi, propriétaire, je réfléchirai à 2 fois avant de vendre. Effectivement, je pense que peut-être que effectivement certains acteurs qui étaient vendeurs ne seront plus cette année ni l'année prochaine, parce qu'effectivement eux aussi anticipent une décote, et comme tu l'as dit, Damien, les PGE vont peser sur les éléments du bilan, et donc il se peut que des gens qui s'étaient positionnés vendeurs fassent un pas en arrière. Après, il y a aussi ceux qui malheureusement n'auront pas d'autre solution que de mettre en vente, et qui vont donc proposer leur fonds de commerce à la vente. Donc évidemment qu'on va aller regarder l'emplacement, qu'on va aller regarder ce qui s'est tordu un petit peu dans les bilans précédents. Ça me permet de rebondir sur l'importance aussi capitale pour les porteurs de projets que de s'adosser à des professionnels de l'immobilier, de la transaction de fonds de commerce, qui soient des vrais pros et qui soient des vrais experts. C'est important de se faire accompagner par des personnes de qualité sur ce sujet-là. Si vous n'en connaissez pas, on en connaît plein, donc vraiment on peut vous mettre en relation.
Moi, j'ai eu le regret de voir sur certains dossiers ces derniers mois, et ça, pour le coup, ça ne sera plus du tout possible dans les mois qui viennent, de voir des fonds se vendre où on n'avait pas les derniers bilans, où on n'avait pas les situations, on nous annonçait une voiture mais elle n'existait pas. Enfin, voilà, tout ce que j'appelle un dossier bancalou d'hier ne sera plus possible demain. Donc, adossez-vous sur les professionnels de l'immobilier. Ils sont nombreux à bien faire et très bien faire leur métier, et c'est eux les experts en matière de valorisation. Ouais. Valorisation. Jérémy, peut-être un mot sur cet aspect-là, sur la valorisation des fonds? Oui, alors, c'est qu'est-ce qui fait la valorisation finalement? C'est ni plus ni moins que le marché. Donc, on peut donner des valeurs comptables et estimer tant qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est obtenir un accord entre un vendeur et un acheteur. Pour moi, ce que je vais retenir, c'est la partie finalement rentabilité. Vraiment, moi, je m'attarde sur mes chiffres, mais concrètement, on peut acheter un fonds 50 000, on peut acheter le même fonds à 150 000. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, quel est le potentiel, et est-ce que j'arrive finalement à rentabiliser mon investissement au bout de 3, 4, 5, 7 ans. Voilà. Donc, c'est votre prévisionnel. Il y a deux choses. Voilà, il y a le marché on peut pas aller contre. Et ensuite, est-ce qu'on va y aller? Et finalement, comment on se positionne en tant qu'acheteur potentiel sur un fonds? Dans quel prix on donne au fonds? C'est finalement le prix taquet qui va être le prix qui nous permet de rentabiliser l'investissement sur les années à venir, en fonction d'un prévisionnel qui tienne la route. Voilà, tout simplement. Alors, je rebondis sur la deuxième question, et peut-être pour faire qui est dans la continuité de ton observation, Jérémy. Alors, quel prévisionnel à l'ère du Covid, Jean-Christophe, avec des mesures de distanciation physique qui imposeront peut-être un client toutes les 2 chaises, comment présenter un prévisionnel rentable, bankable, avec un remplissage inférieur à 50%? La livraison ou la vente à emporter ne peut pas non plus tout compenser. 6 points d'interrogation. Voilà. Donc, je vais profiter. En fait, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la façon de construire ce prévisionnel, je vous ai dit qu'il y avait deux choses. Il y a la partie charge fixe et la partie marge. Ça, c'était plutôt fixe. Les deux, enfin, on va pas trop y toucher. Donc là, ce dont nous parle Jean-Christophe, c'est la partie finalement détermination du chiffre d'affaires. Et bien, compte, on prendra tout ce qu'il faut comme mesure et comme hypothèse qui va dans le sens du Covid. Si jamais on s'aperçoit que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, parce qu'effectivement, avec un chiffre d'affaires divisé par 2, il y a peu de chances qu'on ait une rentabilité satisfaisante, qu'on ait de la rentabilité tout court. Et ben ça va, de ce fait, ça rejoint effectivement la valorisation du fonds, c'est qu'on va voir une dépréciation du fonds parce que l'outil de production, qui est le fonds de commerce, ne permet plus de générer autant de chiffre d'affaires qu'auparavant. Voilà, ça fait, comment dire, c'était toute la problématique des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes telles que Deliveroo, Uber Eats ou d'autres vont capter une part très importante du flux. La question, c'est que vaut un bilan dont 50%, on va dire 50% du chiffre est réalisé par les plateformes. Là, il y a aussi, ça pose effectivement un certain nombre. Enfin, je pense qu'une banque nécessairement va apprécier ça va regarder ça sous l'angle d'un risque. Oui, bien sûr, mais si je peux me permettre. Ah, pardon. On a une grosse problématique avec les plateformes, c'est que ça nous fait faut le prendre comme de la publicité gratuite, parce que concrètement, en termes de rentabilité, on la marge. Tout à l'heure, on parlait d'à peu près 30 points de marge qui partaient finalement en marchandises. Donc sur 100 €, il me reste plus que 70. J'ai 30 points de marge qui partent dans la masse salariale, donc il me reste plus que 40. J'ai 10 points de marge qui partent dans mon loyer, donc il me reste plus que 30. Et les 30, c'est finalement qui les prend, qui les mange, c'est la plateforme. Voilà, parce que la plateforme prend 20 et 25% de points de marge, et il reste plus grand-chose pour vous. Alors, combien ça vaut, comment ça se valorise? Pas grand-chose, clairement. Après, on peut quand même se mettre dans une perspective où la situation Covid va quand même pas durer toute la vie et toute la durée du financement. Donc, évidemment on peut pas en faire l'économie, on peut pas en faire l'impasse. Et lors de la présentation de son dossier de financement, il faut en faire état, il faut expliquer comment on entend faire son chiffre d'affaires.
Enfin bon, quand on achète un fonds de commerce, on s'embarque sur un financement sur 7 ans. On peut quand même, je l'espère, se souhaiter à tous que tout ça ne dure pas 7 ans. Donc après, on a quand même aussi des outils, et les banques sont très flexibles sur ces points-là. On a des solutions pour organiser des différés de remboursement sur le prêt, pour permettre à l'entrepreneur de se lancer, de démarrer souplement. Voilà, donc tout n'est pas tout noir, enfin, j'espère. Alors, autre question, là, c'est plutôt pour Damien. Damien, on vous entend? Question. Ouais. Alors, bonjour à tous, très intéressant. Merci Philippe. Est-ce que le label Covid-Free sera indispensable ou nécessaire pour les appartements en location de courte durée? Voilà, Très nouvelle thématique. Je voulais juste rebondir sur la question d'avant en un mot. Si effectivement, Jérémy a très bien expliqué les dangers post-Covid à la reprise, néanmoins, il y a des leviers pour optimiser le chiffre d'affaires, des clés opérationnelles de réagencement, de réorganisation de l'offre, de réorganisation de services. Tout ça, ça fait partie des process. Et je pense que même si on coupe la capacité d'accueil par 2, on ne va pas diviser le chiffre d'affaires par 2 si on s'en occupe maintenant. Voilà. Je ferme la parenthèse et c'était pour compléter le discours de mes prédécesseurs. Alors, juste, je répète la question de Philippe. Bon, est-ce que le label Covid-Free sera indispensable ou nécessaire pour les appartements en location de courte durée? Alors, Covid-Free, je fais un peu de teasing finalement où j'aborde un sujet qu'on va voir plus longuement une prochaine fois avec toi, Franck. Mais ouais, le label Covid-Free a pour vocation au départ de soutenir la branche CHR post-confinement. C'est pas un modèle économique, il n'y a pas de business plan sur ce label. L'idée, c'est vraiment d'aller soutenir et d'offrir un outil de communication complémentaire à la reprise. Néanmoins, et je le constate depuis maintenant une semaine que je suis ambassadeur, je suis sollicité sur d'autres thématiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation. Donc, on ne s'interdit pas demain de réfléchir autrement à l'exploitation de ce label. Au-delà du label qui est finalement la validation d'une démarche de respect des gestes barrières et de qualité sanitaire d'accueil, pour les appartements, pour répondre précisément à la question de, je ne sais plus, Philippe. De Philippe, c'est un plus, c'est pas une obligation, c'est un plus qui va permettre de rassurer vos clients, c'est un plus qui va vous permettre de communiquer sur la qualité d'accueil et moi je suis archi convaincu et je me suis engagé dans cette démarche pour les restaurateurs parce que je suis convaincu que c'est un outil demain qui va être rassurant et qui va être levier de fréquentation et d'activité. Par contre, c'est pas obligatoire, non. Okay. Alors, je peux juste peut-être préciser une chose. Moi, pour le coup, je suis convaincue que sur les projets de financement que l'on présentera demain aux établissements bancaires, nous n'aurons pas d'autre solution que d'aborder le volet sanitaire et l'aborder par le biais d'un label. Ça me semble indispensable. Super. Effectivement, indispensable, puisque c'est une thématique effectivement qu'on va retrouver dans tous les aspects des dossiers. Alors, Victor, question de Victor. Faut-il au contraire profiter de cette période pour faire un agrandissement et changer de direction avec tous les voyants au vert avant la période Covid? Alors, est-ce que l'idée, c'est de savoir, si je comprends bien la question, l'idée, c'est est-ce que c'est le moment de réinvestir dans le local, dans l'exploitation, dans l'outil, voilà, en procédant à des investissements ou à un certain nombre de travaux. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Alors, si je peux me permettre, je vais donner un petit début de réponse. Pour moi, il y a deux choses dans la question que pose Victor José. C'est est-ce qu'on doit réinvestir? La réponse, c'est que finalement, en tant qu'on vit tous une crise, qui dit crise dit opportunité.
pas pour tout le monde, mais opportunité qu'il faut saisir. Opportunité finalement de comprendre le monde de demain, d'avancer, de se dire qu'on a une entreprise, des petites entreprises qui peuvent être finalement agiles et qui peuvent s'adapter facilement. Voilà, c'est beaucoup plus facile de réagir et de changer l'organisation quand on est petit que quand on est un mastodonte. C'est l'avantage qu'on doit avoir et qu'ont finalement nos TPE de manière globale, pas uniquement dans le CHR, mais dans tous les secteurs d'activité. Donc il y a une nouvelle donne, c'est dont tu parlais, Franck. On voit aujourd'hui qu'il y a des opportunités qu'il va falloir saisir. C'est le cas notamment de Covid-Free, entre autres. Donc il y a deux choses. Pour moi, les investissements qui doivent être réalisés aujourd'hui doivent être dans le sens de cette nouvelle donne. C'est-à-dire qu'on va investir finalement dans le but de répondre aux nouveaux besoins qui vont émerger ou qu'on anticipe. Ça, c'est le premier cas. Les investissements qui avaient été déjà envisagés précédemment, pour lesquels Victor avait un feu vert de la banque, presque je comprends, peut-être que là, la prudence sera de mise s'ils ne vont pas dans le sens de l'histoire. Voilà, c'est-à-dire que prendre des décisions du monde, on va dire, passé, et les appliquer au monde présent qui, entre-temps, il y a des petites choses qui ont changé. Il faut se reposer la question de la pertinence de ces investissements et de voir s'ils s'inscrivent dans le futur ou pas. Voilà. Là, le monde, on ne peut pas se permettre d'appliquer des méthodes, des recettes d'avant Covid maintenant sans se reposer la question de savoir si elles sont toujours pertinentes. Ok, alors une autre question. Pour les financements d'investissements locatifs d'immeubles de rapport, avec un montage pro SCI détenu à 99% par une holding et 1% pour moi-même, le prévisionnel est-il indispensable et le financement peut-il être recherché par vos équipes de courtiers Crédit Pro? Alors là, je laisse Jérémy et Christelle répondre. Avant de te laisser la parole, Christelle, je vais juste répondre sur la partie prévisionnelle. Pour moi, le prévisionnel, il est indispensable tout le temps, en fait. En fait, on ne doit même pas se poser de questions. C'est-à-dire que pour vous-même, on fait un prévisionnel même quand on ne demande pas de financement. À quel moment on lance un projet, quel qu'il soit, sans anticiper les conséquences et les besoins? Non, ça ne doit pas exister. Voilà. Donc, que ce soit en création d'entreprise, dans le CHR, dans n'importe quoi, le prévisionnel, il est systématique. Voilà, et dans tous les cas, on fait un prévisionnel de la création ou du développement. C'est la base. Après, sur la partie financement, est-ce que Crédit Pro finance finalement de l'investissement locatif? Ça, je n'en sais rien. Alors, l'intervention de Crédit Pro sur des investissements locatifs va être conditionnée en fait à la nature du locataire. Alors, ça dépend en fait. Cette vision-là, elle dépend souvent des régions. En tout cas, nous sur Lyon, ce que je constate, c'est que les banques vont considérer que c'est du pro dès lors que l'on va y loger sa propre société d'exploitation et vont considérer que c'est de l'investissement patrimonial quand on investit dans un bien pour y loger des tiers. Ça dépend des régions. Je crois que le plus simple, c'est effectivement qu'on s'en parle et qu'on détaille un petit peu plus précisément. Vraiment, on se tient à votre disposition. Sur mesure. Alors, une dernière question, Sylvie. Que pensez-vous, alors c'est très immobilier, là, les dernières questions, que pensez-vous de l'évolution de la valeur de l'immobilier locatif sous ses différentes formes dans les prochains mois? Alors moi, nous, enfin, ouais. Vas-y. J'y vais. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre d'acteurs dans l'immobilier, que ce soit de l'immobilier résidentiel ou de l'immobilier d'entreprise, et même des banquiers d'ailleurs. Je pense vraiment que ça va dépendre des régions. Je suis pas certaine que sur Paris, Lyon, les grandes villes, l'immobilier, la valeur de l'immobilier va être impactée. Même pas du tout sûr, parce que il y a toujours assez peu de produits à la vente. Il y a des régions qui seront peut-être un peu plus fortement impactées, ouais. Mais en tout cas sur les grandes villes, moi je fonde pas trop d'angoisse pour l'instant. Okay. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je le vois là déjà avec des clients, on travaille aussi pas mal dans l'immobilier de notre côté. Au niveau de la valorisation, clairement, en fait, le confinement a bougé un petit peu les attentes et finalement les précautions. On anticipe, nouvelle donne, nouvelles attentes.
Et on se rend compte qu'on a des booms, et même à Lyon, on pensait que le marché était déjà plafonné. On a des booms sur tout ce qui va être résidence, appartement, maison, avec extérieur, soit le jardin, soit le balcon, soit la terrasse. On a aujourd'hui une demande bien plus importante qu'auparavant sur ces biens-là. Donc, on risque d'avoir une explosion du prix de ces biens parce qu'ils sont. On est toujours en tension. Et un peu pour ceux qui sont enfermés, entre guillemets. Voilà. Ok. Écoutez, je vous remercie à tous les trois. Je remercie tous les participants. Je rappelle que vous avez la possibilité d'avoir le replay tout de suite sur la plateforme et dans un petit instant sur le site urgencejuridique.com. Je salue Christelle et Crédit Pro, Jérémy avec Carré RG. Je rappelle que nous retrouvons la semaine prochaine Damien pour un webinaire consacré spécialement à ce label Free Covid et effectivement vous aurez tous les détails. On met à disposition l'ensemble des slides d'ici une petite demi-heure sur vos boîtes mail et également sur le site urgencejuridique.com. Je vous remercie à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Et pour tous ceux qui reprennent lundi, bon retour aux affaires. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Comment quitte-t-on? En haut, je le coupe. Voilà. Sur ton image en bas. Salut. Ciao. Salut.